Bonjour, merci pour cette invitation pour parler de viticulture et de régénération des sols. Je m'excuse, je parle très mal mon anglais et je ne parle pas du tout espagnol, donc je vais faire cette conférence en français. J'espère que vous aurez une bonne traduction. Donc, on a monté un laboratoire au service du monde agricole parce que quand même, ça fait plus de 30 ans, ça fait 35 ans, parce que nous avons vu le sol se dégrader un peu partout et particulièrement en viticulture. Donc on a travaillé dans énormément de pays et il y a très longtemps qu'on parlait du problème de la compaction des sols. Le professeur en a beaucoup parlé tout à l'heure, enfin la conférence d'avant. Et ça fait 35 ans qu'on alerte le monde agricole, qu'effectivement il y a un problème au niveau de la compaction des sols et du manque de vie, puisqu'en fait l'importance, le professeur en a parlé, de la matière organique, il n'y a pas que ça. Il y a la vie qui est dans le sol qui est très importante. Et à l'heure actuelle, vous en Espagne, mais partout dans le monde, on est de plus en plus contraint avec ce réchauffement de la planète et surtout de plus en plus de problèmes d'eau, de sécheresse et de problèmes d'eau. Et pour nous, c'est extrêmement lié. Il y a le climat, c'est sûr, mais nos sols ne permettent plus de remplir les nappes phréatiques. Donc on va vous expliquer comment pour nous un sol est constitué et comment il fonctionne, comment en fait, quand il y a de la vie, des bactéries, des champignons, comment ceux-ci vont organiser le sol pour permettre une perméabilité et nourrir la vigne. Donc c'est ce que je vous ai dit, l'augmentation de la chaleur fait des effets extrêmement néfastes pour la vigne, mais pour tout le monde agricole. Et il va falloir absolument adapter et modifier notre façon de cultiver. Pourquoi il faut gérer mieux le sol ? Déjà, parce qu'on en voit partout, on voit nos rivières qui sont remplies de terre et on accuse soit trop de pluie, soit des sols trop secs et l'eau ravine, mais c'est surtout, on pourra éviter de plus en plus d'érosion et faire rentrer l'eau dans les sols. Il faut absolument, surtout pour le monde du vin, que les racines puissent aller en profondeur. Ça, c'est vraiment... et c'est ça qui va donner aussi la profondeur, c'est le terroir, c'est la notion de la différence des vins dans le monde. C'est pour ça que c'est très important de faire plonger les racines en profondeur. Et bien sûr, il faudra adapter notre façon de faire et peut-être même voir une autre manière d'associer des cépages pour lutter contre cette augmentation de chaleur. Alors, une chose... La dégradation des sols, puisque je vous dis, ça fait 35 ans qu'on tourne dans le monde. La première chose qui va se dégrader pour nous, c'est la partie biologique. C'est-à-dire qu'en fait, les fertilisations beaucoup trop importantes, les irrigations augmentent la minéralisation de la matière organique, donc elle va disparaître. Et cette matière organique est nécessaire pour faire vivre la faune. Cette faune va faire des excréments. Sur ces excréments, les champignons vont décomposer ces excréments pour faire la matière organique. Donc, moins on a de faune, moins on a de champignons, moins on aura de matière organique. La deuxième destruction, comme vous n'avez plus de matière organique et que la faune ne remonte plus les éléments à la surface du sol, vous allez avoir ce qu'on appelle la lixiviation des éléments. Les éléments vont donc descendre dans le sous-sol, vont être lixiviés et vont aller en plus dans les nappes phréatiques. Et là, on aura des problèmes de pollution. Et comme vous allez perdre vos éléments, eh bien, on peut avoir très souvent des acidifications des sols ou des manques d'éléments. Donc, le vigneron ou l'agriculteur sera obligé de remettre de la fertilisation, alors que s'il avait plus de faune, plus de vie,
eh bien, il aurait moins besoin. Et puis la dernière, qui est la plus grave, en fait, c'est que comme vous avez perdu la matière organique et que vous avez perdu vos éléments par lixiviation, eh bien, en fait, le complexe argilo-humique, la terre, enfin, ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, en fait, il est retenu, c'est donc la matière organique, les éléments qui retiennent les éléments positifs qui vont retenir l'argile. Comme vous n'avez plus de matière organique et que vous n'avez plus de lien, eh bien, en fait, votre argile va partir. Et elle va partir, d'autant plus que les sols sont en pente, et très souvent, nos vignes sont dans la pente. Quand il y aura une pluie violente et que le sol sera compacté, en fait, l'eau va faire un effet splash, va faire remonter les argiles, l'eau va se charger. Et il faut savoir que la force érosive de l'eau est liée au carré de sa densité. Donc plus vous allez avoir de sol compacté et qui a peu de matière organique, peu de porosité, plus on va avoir ces phénomènes d'érosion. Donc voilà ce qu'on voit dans certains vignobles. En plus, là, on est dans des vignobles qui sont très, très écartés, qui n'ont pas eu de protection d'enherbement. Et vous pouvez voir sur ces photos qu'en fait, la seule zone où la terre est restée, c'est en fait parce que les racines sont dans la profondeur et ont retenu le sol. Donc tout le challenge de la viticulture et du monde agricole, c'est de remettre en fait de la matière organique. Alors tout à l'heure, le professeur a parlé, et c'est vrai que nous, on a été, enfin personnellement, le propos m'a un petit peu étonnée, c'est qu'elle dit qu'en fait, on peut, le taux de matière organique, en fait, ça peut être, la moyenne c'est de 3%, ça peut être de 5%, ça peut être 10%, et dire voire plus. Quand vous voyez ce schéma, je vais vous montrer un schéma. Donc le complexe argilo-humique, il est fait donc de la matière organique qui est négative. Les argiles qui sont aussi négatives. Et dans vos sols, vous allez avoir, si on n'avait pas de lien, les deux charges négatives s'opposeraient et on n'aurait pas de formation de sol. Si dans vos sols, en fonction du type de roche que vous allez avoir du calcium, du fer, du magnésium, qui, ces charges positives, vont donc retenir faire le complexe argilo-humique. Je vous ai expliqué, si on n'a plus d'humus, si on n'a plus de magnésium, eh bien en fait, les argiles vont disparaître. Mais en fait, pour qu'il y ait ces liens, le taux de matière organique est lié au taux d'argile. Si vous avez beaucoup d'argile, il vous faudra un certain taux de matière organique pour pouvoir être retenu. Si vous avez très très peu d'argile, si vous mettez 15% ou 20% de matière organique, cette argile, et même si vous avez des éléments, elle ne pourra pas retenir la quantité de matière organique que vous avez. Et si vous en mettez trop, par exemple sur des sols très, très sableux, eh bien en fait, votre matière organique va percoler, va aller dans la nappe, vous allez dépenser beaucoup d'argent, et en fait, ça ne servira pas à la vigne. Donc là, dans des cas comme ça, il vaut mieux fractionner que d'avoir des taux d'argile importants, donc des taux de matière organique importants. Donc l'important pour un vigneron, dans le monde agricole, c'est de connaître son taux d'argile. On dit que la capacité d'échange en cation de la matière organique doit être quasiment égale à la capacité d'échange en cation de la matière organique pour pouvoir faire le lien. Donc les taux de ce que l'on met dans son sol est fonction de sa granulométrie. Vous voyez, par exemple, là, c'est l'importance aussi de la composition du sous-sol à connaître en fonction de votre terrain. Quand on regarde un sol en surface, bon, ça c'est en Bourgogne, en fait, il y a une unité en surface. La notion de terroir, pour nous, elle se situe en profondeur, puisque c'est le graphique là. Vous avez, si je prends ce sol-là en surface, il correspond à celui-là en sous-sol. Ce sol-là,
correspond à cela correspond à celui-là. Donc, dans ce cas-là, en profondeur, vous voyez qu'il y a des sols qui vont être beaucoup plus caillouteux, qui ont plus de cailloux que d'autres sols qui sont très, très profonds. Donc là aussi, ça définit la façon dont la complexité de vos vins et dans quel substrat les racines vont se trouver en profondeur, puisque normalement, la vigne, pour qu'on ait de la qualité et que surtout la vigne tienne avec le réchauffement de la planète, eh bien, en fait, il faut que les racines plongent. Alors, pour nous, dans le sol, il y a 3 choses qui sont très fondamentales: la faune, les racines et les microbes. Donc, c'est elles qui vont faire le complexe argilo-humique. C'est elles surtout qui aèrent le sol, parce que les galeries qu'elles font à la surface vont permettre de rendre le sol comme une éponge. Nous, on parle de sol couscous. Et cette porosité va permettre à l'oxygène et à l'air de descendre, et ça permettra aux racines de descendre. Cette faune, qui pour nous est très importante, elle est de 3 formes: la faune épigée, celle qui est en surface, la faune endogée, qui est en profondeur, et la faune anécique, qui va faire le lien entre les deux. Alors, cette faune épigée qui est en surface, quand les feuilles vont tomber, les rameaux vont tomber, eh bien, en fait, elles vont manger cette litière. Elles vont faire des fécesses et les champignons vont la décomposer en matière organique. Et c'est elles qui vont faire cette très, très, très grande porosité et permettre donc aux racines de profondeur de descendre. Alors, cette faune est très, très diverse. Les colamboles vont manger les parties les plus tendres, les acariens, les parties de nervures un peu plus dures, et puis les vers et les autres vont consommer soit les parties plus dures, soit certains sont des prédateurs et vont manger ceux qui sont morts pour nettoyer tout cela. Cette faune est très très importante, vous voyez, elle va aérer le sol quand elle se déplace dans son sol, quand elle se déplace, et elle va faire des galeries. Si on n'a plus de matière organique, c'est évident que cette faune n'existe plus, donc vous allez aller vers une compaction des sols, et les racines ne pouvant plus descendre, vont remonter à la surface du sol pour aller chercher l'oxygène et le peu d'humidité qui sera, puisque l'eau ne pourra pas pénétrer. Donc voilà une photo de la porosité que font les boulettes fécales en surface. Quand on a donc la possibilité d'avoir un sol qui est perméable et tout, les racines vont descendre, et en profondeur, vous avez une autre faune qui va, elle, nettoyer, parce que si il n'y avait personne pour nettoyer cette faune en profondeur, eh bien, en fait, les sols s'encrasseraient. Et quand on a un sol qui est vivant, sur la roche, eh bien, en fait, c'est couvert de boulettes fécales qui font, elles aussi, un peu de matière organique en profondeur. Et pour brasser un sol, eh bien, on a cette faune anécique qui, celle-là, est visible parce qu'on la voit à l'œil nu. Alors, ce que je vous ai montré avant, c'est une faune qu'il faut voir au microscope et qui est très, très difficile à analyser à l'heure actuelle. Et les vers de terre, à l'intérieur, donc, ils vont brasser le fond et la surface. Et le ver de terre a quelque chose de très intéressant pour faire le complexe argilo-humique. Il a à l'intérieur ce qu'on appelle les glandes de Morel, il a du calcium, et lui, quand il est en profondeur, va prendre de l'argile, il va monter en surface, il va prendre de la matière organique, et à l'intérieur de ces glandes de Morel, il va faire le complexe argilo-humique. Et quand vous voyez ces turicules à la surface du sol, eh bien, c'est du complexe argilo-humique pur. Et si vous prenez un turicule et que vous le mettez dans un bécher, vous verrez qu'il mettra énormément de temps à se défaire, alors qu'une terre qui a peu de matière organique, qui est à côté, vous verrez, vous la mettez dans le même volume, et bien tout de suite, elle va se défaire.
Comment ça fonctionne? Donc, je vous ai parlé de la faune. Ce qui est aussi très très important, eh bien, c'est les racines. Hein. Alors, comment elles sont? Elles peuvent être superficielles ou en profondeur. Et ça dépend de la préparation du sol au départ. On voit à l'heure actuelle beaucoup on appelle ça du défonçage de sol. Le vigneron pense qu'il va bien faire, parce que soit il a trop de cailloux, soit il trouve que c'est trop compacté, et il va donc créer pour lui, mais pas aller dans l'espace microscopique, il va vouloir faire une porosité de son sol, et il va utiliser des engins extrêmement violents qui vont casser toutes les structures du sol, et à ce moment-là, eh bien, une racine ne peut pas, a beaucoup de mal à dépasser l'horizon qui a été détruit. Là, sur cette photo, c'est deux sols identiques, mais là, c'est un sol qui a été énormément défoncé. Vous voyez, c'est des jeunes plants qui ont à peu près le même âge. Là, la racine a fait ça et elle est en train de remonter à la surface. Les racines que vous voyez là, elles remontent à la surface parce qu'en fait, dessous, c'est trop compact, ça ne peut pas plonger. Là, c'est un plan. Le sol n'a pas été touché, il a été restructuré. D'ailleurs, il y a des restes de céréales qui ont été mises avant, qui repoussent. Eh bien, vous voyez, ce plan a fait des racines qui descendent, parce qu'en fait, la porosité ici est à l'échelle microscopique, alors que là, ça fait des paquets, et ce n'est pas à l'échelle microscopique, et la faune, les racines ont beaucoup de mal à descendre. Ça dépend après, ensuite, du travail qu'on va continuer à faire, si les engins sont trop lourds, si on passe en période humide. Attention aussi, quand les sols sont trop compactés et qu'on arrache les plants, ben regardez, beaucoup de racines sont dans une situation où en fait elles remontent. Attention aussi, quand on achète, parce qu'on va planter tardivement et qu'on met des plantes en pot, eh bien très souvent, comme le plant est dans un bol de matière organique et de tourbe, et qu'elles ne peuvent pas sortir, en fait les racines commencent à se mettre en chignon, et c'est très difficile après qu'elles repassent. Il vaut mieux, quand on peut, effectivement, planter racines nues. On voit de meilleurs résultats, vraiment, quand on plante racines nues. Ça dépend des herbicides que l'on utilise. Quand on utilise trop d'herbicides, voilà, on travaille là, il y a un désherbement juste sur le rang. Vous voyez très bien que là, les racines, en fait, sont parties, elles remontent, elles sont très horizontales, elles remontent à la surface. Et là, c'est l'endroit où, en fait, le vigneron avait laissé de l'herbe. Eh bien, en fait, la racine redescend, elle prend le chemin. Elle va chercher, parce que dans cette partie-là, c'est beaucoup plus aéré qu'ici, parce qu'on n'a plus de faune. Autre exemple, pareil, ici, en fait, la racine va plonger au moment où on a l'enherbement. Donc, attention, les herbicides suppriment. Pourquoi c'est aussi néfaste, l'herbicide? C'est qu'en fait, on tue la végétation, on supprime toute végétation, la faune n'a plus rien à manger, et donc vous allez automatiquement, n'ayant plus rien à manger, elle disparaît, plus de porosité, on compacte, et les racines ne vont pas pouvoir descendre, elles vont remonter à la surface. On peut aller jusqu'à la mortalité des racines, et là, ça dépend de la compaction du sol, et parfois, des problèmes qui ne sont pas réglés parce qu'on n'a pas, on ne connaît pas vraiment son sous-sol, des problèmes d'hydromorphie. Les racines de vigne détestent l'eau et donc elles vont remonter. Et en remontant, vous allez être beaucoup plus sujet aux perturbations, aux chaleurs, puisque les racines vont être en surface, elles auront trop chaud, elles donneront une information à la plante qui fait chaud. Vous aurez un stress hydrique et le phénomène va s'enchaîner, parce que vous allez irriguer,
vous allez demander de l'irrigation. L'irrigation va faire que les racines vont encore remonter de plus en plus et on rentre dans un cercle infernal. Une chose que l'on a vue, par contre, il y a peu d'études là-dessus, mais on a fait quand même beaucoup de trous, plus de 12 000 dans le monde. Les racines peuvent être en fonction du terroir, et très souvent, quand on a un sol qui est vraiment un sol qui va faire pour nous des grands vins, eh bien les racines sont tortueuses. Là, on est dans une zone où on a des galets et puis le sol est assez profond. Il n'y a pas la roche se trouve en bas, mais vous voyez, les racines sont vraiment très tortueuses. Ici, pour nous, c'est un sol qui était moins intéressant, mais vous voyez, les racines sont beaucoup plus horizontales, beaucoup plus droites, moins tortueuses. Et ça peut s'expliquer parce que plus la racine est tortueuse, plus en fait elle va mettre du temps à remonter, la sève va mettre du temps à remonter au niveau de la plante et elle aura plus de temps à se charger d'éléments qui vont donner la complexité, grâce aux éléments, va donner la complexité aux enzymes qui vont créer les arômes de vos vins. Donc là, c'est des comparaisons de racines très profondes et de racines qui courent à l'horizontale et qui, quand elles sont à l'horizontale, en plus non tortueuses, eh bien, la vigne va souffrir beaucoup plus de stress. Alors, autre chose, cette notion de dire quand un sol est il y a trop de cailloux, on voit des tendances où on va déroquer. Si la roche est fissurée, là vous voyez, ce sont des racines de vigne dans différents lieux. Si la roche est fissurée, la racine va rentrer, va même éclater le caillou. Là, elle tapisse, là c'est chez vous, elle tapisse, elle passe par les fissures et elle va descendre. Là, c'est un arbre qui, au départ, c'était une graine, et en fait, il est rentré, il a carrément éclaté la roche. Si la roche n'est pas fissurée, par contre, pour nous, c'est pas un terroir. La racine ne pourra pas, va pas trouver une légère fissure. Mais dès que c'est fissuré, la racine va rentrer et elle aura une pression. Elle fera petit à petit une pression, et c'est elle qui va gagner d'ailleurs. Un autre exemple, là c'est sûr, c'est une forêt. Regardez comment la racine en fait est descendue et a modifié son milieu, puisqu'en fait on a carrément de la terre et des éléments. Elle modifie son terrain. Donc le terroir pour nous, il est plus en profondeur sur soit ces cailloux, soit ces roches qui sont différentes, soit même les argiles, puisqu'on dit que ce sont des roches néoformées. Le rôle de la mycorhize. Alors là, on en trouve, pendant longtemps, on avait beaucoup de mal à retrouver des mycorhizes, mais à l'heure actuelle, dans les vignes en biologie et en biodynamie, on revoit de plus en plus de mycorhizes, et ça, c'est vraiment pour nous très important, puisque les mycorhizes vont pouvoir, surtout avec les problèmes de sécheresse vers lequel on va, en fait, elles ont une possibilité de plus donner d'eau à la plante, à la vigne, et en plus, avec des éléments, donc elle va rendre la vigne beaucoup plus résistante. Elle permet aussi une croissance plus importante de la racine. Elle donne une meilleure stabilité au sol, et elle protège aussi pour les agents pathogènes. Donc, elle permet à la vigne d'avoir une meilleure résistance au stress environnemental. Mais c'est vrai que nous, quand on a commencé, c'est très difficile à le voir. Donc là, ce sont des vignes qui sont mycorhizées. Donc vous voyez, elles ont, quand les petites radicelles qui terminent les grosses racines, on a l'impression qu'elles ont comme des bourrelets. Et ce sont ces endomycorhizes. Là, on voit les vésicules et les hyphes. Ça, c'est une racine qui est mycorhizée. La plupart du temps, on voit ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mycorhize et vous voyez, le milieu
et beaucoup moins, on n'a plus toutes ces vésicules. Et la vigne, quand elle n'est pas mycorhizée, elle aura plus de mal à résister, mais même à se nourrir. Attention, quand on met, elles sont gênées quand on utilise des quantités trop importantes d'azote et de phosphore. Elles n'aiment pas ça. Il y a moins de diversité, on en a moins. Et quand on met des niveaux trop élevés, eh bien, en fait, elles disparaissent. Il n'y a plus de mycorhizes. Et c'est peut-être ce qui s'est passé. Le fait qu'on ne trouve plus beaucoup de mycorhizes, c'est qu'en fait, pendant un moment, on voulait des rendements et on a certainement utilisé trop d'azote et trop de phosphore. Je te laisse la suite. Je vous remercie pour votre attention. Claude va vous parler de la nutrition de la vigne. Merci pour votre invitation. Donc, je vais prendre le relais de Lydia. Lydia vous a expliqué que dans le sol, il y avait la faune qui était nécessaire pour permettre à l'eau et à l'air de rentrer. Les racines sont très mal connues, mais pour vous donner une idée, le record d'enracinement sur une racine de vigne, c'est 75 mètres de profondeur. Donc les racines vont... Quand il y a de l'oxygène, qu'il n'y a pas d'herbicide, ça descend très profond. Et maintenant, on va regarder le troisième groupe qui vit dans le sol, qui sont les microbes. Alors les microbes, ils ont une fonction importante, c'est que c'est eux qui vont rendre les éléments assimilables par la vigne. Sans la transformation microbienne, aucune plante ne peut se nourrir dans le sol. C'est les microbes qui vont les transformer. Et pour ça, ils utilisent deux voies biochimiques. La première voie qui est l'oxydation. Vous avez trois éléments qui, à l'état oxyde, sont solubles dans l'eau, puisque pour qu'un élément soit absorbé par une plante, il faut qu'il soit sous forme soluble dans l'eau. Ces trois éléments sont l'azote, qui va être oxydé par les nitrobactères en nitrate, qui est un ion négatif, donc soluble dans l'eau. Vous avez le soufre, qui est transformé par les sulfobactéries en sulfate. Et vous avez enfin le phosphore, transformé par les champignons, par les mycorhizes, en phosphate. Donc ces trois éléments sont solubles dans l'eau, puisqu'ils sont en forme ionique. Ils sont donc absorbables par la plante. Puis vous avez une deuxième voie, plus complexe, qui est la chélation. C'est le cas de tous les oligoéléments. Le fer, par exemple, qui donne la couleur rouge à nos sols. Je peux vous montrer des vignes entièrement chlorosées en fer sur des sols rouges, c'est-à-dire qu'elles ont les racines dans le fer, mais comme il n'y a pas de vie biologique dans le sol, elles vont chloroser, elles vont manquer de fer, alors que le fer est un des éléments les plus abondants de l'écorce terrestre. C'est parce qu'il n'y a pas de micro-organismes pour chélater le fer. Alors, dans la chélation, qu'est-ce que fait le microbe? Il va prendre le par exemple le fer, le manganèse, le cobalt, etc. Il va lui attacher un acide organique, qui est une fonction CO-, donc soluble dans l'eau, pour former un chélat. Vous aurez par exemple iron citrate, du citrate de fer, du succinate de fer, du tartrate de fer. Ça va dépendre de votre sol et des microbes qu'il y a dedans. Donc, ce qui est intéressant dans ce système, c'est qu'on voit que pour l'azote, le soufre, le phosphore, les microbes ont fixé de l'oxygène. Pour chaque oligoélément, ils fixent 2 oxygènes. Pour que les microbes puissent donc rentrer les éléments solubles, il faut que le sol soit aéré. Qui aère le sol? La faune. Donc on voit qu'on a un véritable cycle vertueux. Si je maintiens bien la matière organique dans mon sol, j'ai de la faune. Si j'ai de la faune, j'ai de l'oxygène. Si j'ai de l'oxygène, les microbes pourront me donner des éléments assimilables par la plante. Si maintenant je mets des herbicides, je détruis mon sol avec des reapers, je défonce mon terrain, j'ai plus d'oxygène, j'ai plus de faune, je suis obligé d'apporter, et je vais acheter chez le marchand d'engrais, je vais acheter des nitrates, des sulfates, des phosphates et des chélates. Ça va me coûter très cher, alors que si j'avais respecté le fonctionnement de mon sol, eux, ils travaillent gratuitement, ce qui est quand même assez intéressant, parce que quand le système marche bien, j'ai quasiment rien à apporter sur une vigne. La vigne est une plante extrêmement peu exigeante, elle n'a pas besoin d'azote, elle n'a pas besoin de phosphore. On a vu que l'azote et le phosphore détruisent les mycorhizes. C'est une plante, si vous la gérez correctement, à part du compost, elle a besoin strictement de rien d'autre. Et plus vous lui donnerez à manger d'azote et de phosphore, plus vous aurez de mildiou, plus vous aurez d'oïdium, plus il faudra traiter.
Alors, dans les microbes, si on regarde un sol vivant, on prend un sol de forêt, et on regarde qu'est-ce qu'il y a dans 1 gramme. Vous voyez, 1 gramme de sol, c'est pas grand-chose. Ben, vous avez quand même, vous voyez, en bactéries, hein, ça va jusqu'à plusieurs milliards, les actinomycètes, les levures, yeast, les champignons, les algues et les protozoaires. Donc, tout ça, ça fait quand même des milliards d'organismes, de micro-organismes. Et si nous les pesons, dans un sol vivant, on a, selon les écosystèmes, entre 2 et 3 tonnes de microbes à l'hectare. Les microbes ont une activité biochimique 350 fois supérieure à la nôtre. C'est-à-dire que 3 tonnes de microbes à l'hectare, c'est la même énergie biochimique que 1000 tonnes d'êtres humains à l'hectare. C'est la plus grosse énergie biochimique de la planète. Et depuis 70 ans, l'agriculture moderne considère que ça ne vaut rien, que ça ne sert pas à nourrir les plantes, que c'est totalement inutile, que la nature s'est amusée à mettre des microbes dans le sol comme ça pour rigoler, mais que ça ne sert à rien, alors que c'est l'énergie la plus importante du monde. Donc votre travail de vigneron, ce n'est pas de balancer des engrais dans la vigne, c'est de stimuler ce monde microbien, de développer des pratiques de gestion de votre sol pour que tous ces microbes travaillent le plus possible pour nourrir gratuitement votre vigne. Et comme ils vont la nourrir avec les éléments minéraux de votre terroir, votre vin va devenir un vin de terroir. Sinon, c'est un vin de cépage, ce qui n'a pas du tout la même qualité qu'un vin de terroir. Mais pour pouvoir exprimer un vin de terroir, il faut absolument que les microbes travaillent. C'est pour ça que c'est inconcevable dans les notions d'AOP européennes qu'on tolère le glyphosate, qu'on tolère de l'herbicide dans une notion de terroir, alors qu'on sait que depuis qu'on utilise les herbicides, l'enracinement moyen du vignoble européen est passé de 3,50 m de profondeur à moins de 50 cm. Et les gens vous disent « je fais un vin de terroir ». Oui, mais monsieur, vos racines ne sont pas dans votre terroir. Donc il faut quand même être logique. On ne peut pas mentir au consommateur, on ne peut pas lui dire « je fais du vin de terroir » alors que mes racines ne vont pas dedans. Donc tout le travail du vigneron, ça va être de faire plonger ses racines et pour ça, d'entretenir tout ce monde vivant. Alors, les microbes sont responsables de la totalité des cycles microbiens. C'est eux qui gèrent le cycle du carbone, le cycle du phosphore, le cycle de l'azote, le cycle du fer, du cobalt, du manganèse. C'est eux qui sont responsables de tous les cycles de la planète. Ça veut dire que sans microbes, il n'y a pas de vie supérieure. Sans microbes, il n'y a pas de plantes, sans microbes, il n'y a pas d'animaux. C'est eux qui sont les seuls à être capables de gérer la totalité des éléments microbiens. Mais pour que ces cycles puissent travailler, évidemment, il faut absolument que le sol soit en bon état de santé. Et pour ça, il faut qu'il y ait un équilibre entre vos argiles et vos matières organiques. C'est ce qu'expliquait Lydia. Il ne faut que jamais votre taux de matière organique descende au-dessous de 18% de vos taux d'argile. Si vous descendez au-dessous de 18% du taux d'argile, vous aurez de l'érosion et vos sols vont partir dans les rivières. Alors, pour vous donner une idée, si vous avez 20% d'argile dans votre sol, il ne faut pas descendre au-dessous de 3,6% de matière organique. L'idéal, pour que le sol fonctionne vraiment bien, il faut que le taux de matière organique soit égal à 24% du taux d'argile. Donc, ça veut dire que si vous avez 20% d'argile, il faut être à 4,8% de matière organique dans votre sol. En surface, pas en profondeur, en surface, vous n'aurez pas d'érosion, vous aurez une bonne activité microbienne et vos vignes vont pouvoir se nourrir avec votre terroir. Alors, la vigne, elle se nourrit, on a vu dans l'exposé tout à l'heure, dans 2 domaines. Elle se nourrit dans l'atmosphère. C'est là qu'elle va prélever sa quantité. La vigne, avec la photosynthèse, va récupérer 94% de sa matière sèche. Donc, quand les marchands d'engrais vous disent sans engrais, on va tous mourir de faim, c'est complètement faux. Les plantes ne prélèvent que 6% de leur matière sèche dans le sol. Elles prélèvent 94% dans l'atmosphère. Et elles ne prélèvent que 3 atomes, carbone, oxygène, hydrogène. Donc, ce n'est pas ça qui donne le goût à votre vin. La seule chose que la plante fait avec le soleil, elle fait du sucre. Et ce n'est pas ça qui donne le goût de terroir. Le terroir, il va venir du sol. Donc, l'atmosphère, elle fournit la quantité. Alors, comment ça se passe? Le carbone, il fait 44% du poids des plantes. L'oxygène, 44%. Ils viennent du gaz carbonique, qui va être transformé au niveau des feuilles grâce à la chlorophylle, qui va être capable de prendre l'énergie du soleil et de fixer ce carbone et cet oxygène dans les sucres, C6, H12, O6. L'hydrogène, qui est le plus abondant des atomes, vous voyez, il y a 12 atomes d'hydrogène pour 6 de carbone et 6 d'oxygène, mais comme c'est l'atome le plus léger de la planète, il ne représente que 6%, et lui, il vient de l'eau de pluie, qui va être capté par les racines,
et qui va être transformé au niveau de la photosynthèse, au niveau de la feuille, va être transformé en oxygène qui va se dégager et que nous allons respirer, et en hydrogène qui va rentrer dans les sucres. Donc, la réaction de photosynthèse, c'est gaz carbonique plus eau donne oxygène plus sucre. Nous, quand nous buvons le vin, nous allons cracher du CO2 par notre respiration, nous allons uriner, cette eau va repartir dans les nuages, va revenir, et donc c'est un cycle. Vous n'avez rien à faire, vous attendez que le vent souffle sur Barcelone, renvoie le gaz carbonique dans vos vignes, vous n'avez strictement rien fait et vous avez récupéré 94% de votre matière sèche. Vous arrêtez de s'affoler sur les engrais. Les engrais, la plante, elle ne prend pas grand-chose. Alors, le sol, c'est lui qui va apporter la qualité. C'est-à-dire qu'au lieu de prélever 3 atomes, carbone, oxygène, hydrogène, la plante prélève 24 atomes dans le sol. Et c'est ces atomes qui vont permettre la synthèse des arômes dans vos vins, parce que tous ces atomes, cobalt, manganèse, etc., servent de cofacteurs aux enzymes. Parce que c'est quoi une enzyme? Une enzyme, c'est une protéine qui a un cofacteur métallique. Et grâce à ce cofacteur métallique, l'enzyme va pouvoir réaliser toutes les synthèses qu'il y a dans les organismes vivants. Parce que souvent, les œnologues nous disent « vous, les Bourguignons, vous racontez des bêtises, les arômes, ils ne peuvent pas venir, ils viennent forcément de l'atmosphère, puisque les arômes sont formés essentiellement de chaînes carbonées, donc ils ne peuvent pas venir du sol. » Oui, mais ce que les œnologues ne savent pas, c'est que pour synthétiser un arôme, il faut des enzymes, et les enzymes sont des protéines à cofacteurs métalliques, et les métaux, ils ne viennent pas de l'atmosphère. Tous les métaux, ils viennent du sol. Donc, si on regarde comment la plante fait pour se nourrir dans le sol, on prend une cellule de racine. Si vous avez bien travaillé, vous avez bien géré votre sol, vous allez avoir un complexe argilo-humique. Lydia vous a montré que les humus étaient négatifs, les argiles négatives, donc le complexe argilo-humique a une capacité d'échange en cations. Puisque les humus et les argiles sont négatifs, le complexe peut retenir les charges positives, qu'on appelle les cations. Ces cations sont en équilibre avec le haut du sol grâce à la loi osmotique, c'est-à-dire que votre complexe argilo-humique, s'il est en bon état, il va libérer dans le sol du magnésium, du potassium, de l'hydrogène, du calcium, du sodium. Ces éléments positifs vont être utilisés par la plante, parce que la plante, elle est confrontée à un problème, c'est qu'il faut qu'elle puisse se nourrir dans un milieu qui est pauvre en azote, pauvre en phosphore. Alors comment elle le fait? Comme elle a plein d'énergie avec sa photosynthèse, elle en a orable, le soleil lui permet de fabriquer plein de sucre. Elle va mettre son énergie sous forme d'une molécule qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate. Elle va envoyer par la sève descendante cet ATP dans les racines de la plante. Cet ATP va servir à faire tourner des pompes actives qui vont transformer l'ADP en ADP, c'est-à-dire qu'ils vont libérer de l'énergie. Et avec cette énergie, la plante va capter tous ces cations que le complexe argilo-humique a mis dans l'eau du sol. Donc la plante va devenir une petite pile électrique. Et grâce à cette charge électrique, elle va pouvoir se battre contre la loi osmotique et elle va pouvoir attirer les éléments dont elle a besoin. Alors nous fonctionnons pareil. Tous les êtres vivants ont des charges positives sur leurs cellules. C'est pour ça qu'aux États-Unis, à une époque, on tuait les gens avec la chaise électrique, parce que si on dépolarise vos cellules, vous mourrez instantanément, vous ne pouvez plus vous nourrir. Donc maintenant que la plante est chargée positivement, elle va attendre que les microbes, on a vu que grâce à l'oxygène dû à l'aération par la faune, les microbes ont fabriqué des éléments négatifs, qui sont rares, mais comme la plante s'est chargée positivement, elle va attirer vers elle les nitrates, les phosphates, les sulfates, tous les chélates, tous les oligoéléments, et elle va pouvoir les faire rentrer à l'intérieur de la cellule. Et à ce moment-là, grâce à la sève remontante, elle va pouvoir nourrir et apporter tous les oligoéléments qui vont permettre aux enzymes de synthétiser les protéines, les lipides, les glucides, tout ce qu'il y a dans la plante. Donc on voit que c'est un schéma qui est remarquable, qui est extrêmement brillant. C'est-à-dire que si vous avez bien géré votre complexe argilo-humique, si vous avez des microbes qui fabriquent des éléments négatifs, grâce à une faune qui apporte de l'oxygène, votre plante va se nourrir à partir de votre terroir. Alors, vous pouvez totalement dégrader ce système en utilisant des engrais chimiques. Alors, dans les engrais chimiques, les marchands, ils ne se sont pas amusés à mettre les 24 atomes que la plante prend dans le sol, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc, ils en ont sélectionné 3, l'azote, phosphore, potassium. Alors, pourquoi ils en ont sélectionné 3 ? Pour une raison très simple.
Si vous mettez trop de phosphore dans votre sol, vous allez surexciter la membrane, puisque vous allez avoir trop d'ATP, et vous allez rentrer dans l'état d'oxydation. C'est le problème qu'ont les enfants qui boivent trop de Coca-Cola. Le Coca-Cola est bourré d'acide phosphorique, et ça fait des gamins complètement excités, qui sont toujours debout, toujours énervés, parce qu'ils ont trop de phosphore sur les parois cellulaires. Une fois que vous avez mis trop de phosphore, balancez trop de potasse. Si vous mettez trop de potasse, votre système va être une bombe électrique et non pas simplement une charge électrique. Et à ce moment-là, vous rajoutez du nitrate et vous allez faire rentrer massivement le nitrate dans la plante. Sauf que le nitrate, c'est un sel, la plante est salée, elle n'a qu'une seule façon de ne pas mourir, elle va faire rentrer de l'eau, vous allez créer la turgescence et vous allez diluer votre vin. C'est-à-dire vous allez vers la mauvaise qualité, alors que vous aviez au départ un système qui vous permettait de faire de la qualité et du goût de terroir. En plus, comme vous avez trop rendu positive votre membrane, les éléments qui ont 2 charges positives, comme le calcium, le magnésium, ne peuvent plus rentrer. Or, le calcium, c'est lui qui protège la paroi de vos raisins contre les attaques de racines, et le magnésium, c'est lui qui permet de faire la photosynthèse. Donc, vous avez créé un système qui ne permet pas de faire des vins de qualité et fait seulement des vins dilués. Et vous aurez ensuite des maladies. Alors voilà juste des exemples d'enzymes. Vous voyez, on connaît à peu près 1500-1600 enzymes dans le monde vivant. Voilà les enzymes, vous voyez, des enzymes qui servent à énormément de synthèse et qui vont avoir des cofacteurs, du potassium, du sodium, du zinc, du magnésium, du manganèse, du fer. Il y a énormément d'enzymes qui vont chacun. Et plus vous aurez d'un système enzymatique vivant grâce à l'alimentation de votre sol, plus votre vin va avoir des arômes caractéristiques de votre terroir et sera donc un vin de qualité. Donc, ne confondez pas fertilité et fertilisation. Un sol est fertile, un sol fertile pour la vigne, c'est un sol qui va permettre de produire un vin de haute qualité. Ce n'est pas forcément un sol qui est fertile pour le blé ou fertile pour les orangers ou pour les oliviers. Il est fertile pour la vigne. Un sol fertilisé est un sol qui produira une certaine quantité de grappes dépendant de la quantité d'engrais que vous avez apporté. Mais ça n'a rien à voir. C'est un sol fertilisé, ce n'est pas un sol fertile. Donc, ce qui est important, c'est de bien gérer son sol à la surface. Il vous faut avoir un taux de matière organique important, ne jamais défoncer, bien maintenir votre équilibre entre matière organique et l'argile, ajuster les amendements et la fertilisation. C'est une chose dont plus personne ne s'occupe, qui est ce qu'on appelle les amendements. Les amendements, c'est apporter des humus sous forme de compost, c'est apporter de l'argile sous forme de marne. Marnage et compostage étaient les 2 techniques que les anciens avaient pour améliorer leur sol. Nous, on travaille beaucoup, par exemple, à Bordeaux, dans le Médoc. On fait apporter de l'argile dans les sols du Médoc parce que ce sont des sols trop sableux, c'est des galets, et les vins, au bout d'un moment, s'épuisent, et les anciens allaient chercher de l'argile au fond de la Dordogne, au fond de la rivière, et avant plantation, mettaient de l'argile. Plus personne ne met d'argile à la plantation. Et ça, c'est des choses qu'on fait. Donc, on étudie le terroir, on regarde le type d'argile qu'il y a dedans, et quand on fait une plantation, on remet de l'argile pour aider la vigne à démarrer. Faire des pratiques qui permettent aux racines de plonger. Lydia vous a montré que beaucoup de pratiques, comme le ripper, comme le défonçage, font des racines superficielles. Savoir contrôler son enherbement. On ne va pas mettre de l'enherbement systématiquement pendant tout l'été. Ça dépend, c'est le sol qui va vous dire si on peut se permettre de garder l'enherbement pendant l'été ou si, au contraire, il faut simplement l'écraser et faire un mulch avec l'enherbement. Il faut aussi entretenir sa diversité microbiologique et vérifier que vous avez une bonne mycorhisation de vos racines de vigne. Alors, l'avantage des amendements apportés du compost et de l'argile, c'est que vous allez stimuler la vie de votre sol et donc le goût de terroir dans votre vin. Désavantage, c'est long, l'action est lente. Les gens, ils aimeraient que le compost réagisse aussi vite que l'engrais. C'est faux, il met du temps à réagir, le compost, donc il faut être patient. Il ne faut pas penser que l'amendement, ce sera aussi rapide que l'engrais. Alors évidemment, l'avantage des fertilisants, des engrais, c'est qu'ils ont une action très rapide. Leur désavantage, c'est qu'ils sont très difficiles à doser
Et si vous mettez trop d'azote ou trop de phosphore, vous allez tuer vos mycorhizes. Alors, le travail que nous faisons dans notre laboratoire avec Lydia depuis 35 ans, c'est restaurer des sols. Donc, Lydia vous a montré que le sol pouvait être détruit au niveau biologique, au niveau chimique, au niveau physique. Donc, la première chose que nous faisons sur le terrain, nous regardons quel est le stade de dégradation du sol chez le vigneron. Donc, on regarde, est-ce que c'est un sol qui a été dégradé simplement biologiquement? On va remettre du compost, ça va être assez rapide à restaurer. Si on commence déjà à être dans le stade de dégradation chimique, les éléments commencent à se lessiver, il faut expliquer au vigneron qu'on ne va pas lui restaurer ça en 2 ans. Puis si on est en dégradation physique avec carrément des ravines, de l'érosion, il faut que le vigneron soit patient et qu'il comprenne qu'on ne va pas remettre le sol debout. Il va falloir du temps pour faire ça. Et ce qui est compliqué aussi, c'est de faire comprendre au vigneron que ce n'est pas les engrais dont a besoin une vigne, c'est du carbone. L'exposé précédent montrait que la matière organique, c'est fondamental. C'est du carbone dont manquent nos sols. Nos sols n'ont plus de carbone. Et moins vous avez de carbone, moins vous retenez d'eau, plus vous êtes dépendant de la sécheresse, plus votre vigne est fragilisée. Donc il faut remettre du... Alors on a 3 techniques. On peut mettre le mulching, on écrase son enherbement sur le sol et on protège le sol de la montée en température par le soleil. On peut apporter du compost. Et on peut apporter ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté, les bois de taille de la vigne, bois de taille des haies autour de vos parcelles, pour apporter de la lignine, puisque les champignons sont les seuls organismes à attaquer la lignine, et que la lignine est la première source d'humus sur la planète. Il faut bien séparer la cellulose, qu'on peut comparer un peu au sucre rapide pour le sol, et la lignine, c'est-à-dire les bois de taille, qui sont les sucres lents pour le sol et qui vont permettre la création des humus et le développement des champignons. Alors, on utilise des plantes quand des sols sont très touchés par les viroses. Nous utilisons des plantes qui luttent contre les nématodes. Et puis, évidemment, le but de tout ça, c'est de relancer la faune et les champignons. C'est-à-dire les 2 grands agents de fertilité du sol, c'est les champignons et la faune. Donc, vos mycorhizes, les champignons qui font les humus et la faune qui aère votre sol. C'est fini? Donc, je termine juste très rapidement. Non? C'est fini? OK. Je vous remercie pour votre attention.